merci à toutes et à tous. Merci Eric, merci aux participants, merci à Anne-Laure, Caroline, Jean-Philippe, Philippe Vaillant pour Bouygues, Dominique Boulbès pour Indépendance Royale. Petit clin d'œil, Dominique, au bouquin que j'ai reçu et que Dominique a fait paraître aux éditions pour les nuls, et dont il reparlera tout à l'heure. Et à Franck Nintaf, qui préside entre autres, qui est directeur général d'Oxylife et qui préside entre autres Solidarité Domicile, une association qui regroupe les fédérations, l'ensemble des fédérations privées du secteur de l'aide à domicile. Merci aussi Eric pour avoir passé du temps et pour présenter cet atelier, puisque c'est toujours beaucoup d'efforts que de réunir un plateau et que de construire une animation. Dernier remerciement à Up, Citizen Up, et Anthony est présent ici, qui assure les moyens techniques, le moyen technique de cet atelier. Moi, je ne vais pas être très long, juste pour vous confirmer que le Synapse aujourd'hui est parti dans un véritable renouveau avec de nouveaux projets structurants et aussi avec, il faut le saluer, il est aussi présent dans la salle, l'arrivée d'Antoine qui est aujourd'hui le premier salarié du Synapse et qui est le coordinateur du syndicat. C'est Antoine qui sera chargé de la mise en musique des actions du syndicat, des actions en cours lancé par le syndicat. Le syndicat a plus que jamais, j'allais dire, en 2021, le syndicat prouve l'intérêt d'une entreprise, d'une association qui regroupe des entreprises de la Silver-Eco et prouve aussi, s'il fallait, prouve aussi l'intérêt d'une telle organisation. J'allais dire que aujourd'hui, en 2021, le Synapse is back grâce à vous, et plus que jamais, en 2021, le Synapse a besoin de vous, pour construire de nouveaux projets et pour accompagner au mieux les évolutions de la Silver Economy. Parole à Eric. Bon atelier à tous. Merci encore et à tout de suite pour l'échange. Merci Arnaud pour cette vision du futur et cette dynamique enclenchée. Voilà, après les remerciements, je voudrais que on présente peut-être rapidement nos intervenants. Antoine, si tu veux bien m'envoyer le premier bac, même si vous les connaissez tous. Je vous rappelle que nous allons avoir la chance d'avoir Aurore capitaine. Aurore, elle a démarré depuis très longtemps dans les services à la personne et ça fait 16 ans qu'elle y travaille, ça fait une dizaine d'années qu'elle travaille chez Domidom comme responsable d'agence, puis responsable des franchises, et puis maintenant elle est directrice opérationnelle. Elle représente à la fois Domidom, mais aussi le réseau Adapt et Orpea, disons domicile, et à ce titre, elle parle pour l'ensemble de ses représentants. Deuxième personne qu'on ne présente plus, c'est Jean-Philippe Arnoux, qui a commencé chez Saint-Gobain en marketing. Maintenant, il est marketing, vente, lobbying, et il vient d'être nommé aussi à des fonctions monde sur la Silver Economy, ce qui prouve que ça, vous voyez, ça se développe à la fois dans les grandes entreprises et dans le monde entier. Le problème du vieillissement nous interpelle tous, c'est un vrai problème de société dont Dominique Boulbès, qui est le troisième intervenant que vous voyez sur le slide, nous parlera aussi, puisque ce changement de paradigme va impliquer des changements, notamment, on va le voir, au niveau du logement. Dominique est président d'Indépendance Royale, qui est le leader de l'intervention en équipement à domicile, pas seulement en termes de douche, mais aussi en termes de monte-escalier. Enfin, il a plein de cordes à son arc, puisque aussi il s'occupe d'un fonds de dotation Silver Culture dédié aux projets culturels. Dominique vient de faire paraître un excellent ouvrage
avec les enjeux du vieillissement. Donc, on a la chance d'avoir des experts parmi nous. Un autre expert dont a parlé Arnaud, c'est Franck Nataf, qui est le fondateur et dirigeant d'un réseau important, qui est le réseau OxyLife. C'est la prise en charge non seulement des seniors, mais aussi des personnes très fragilisées par le handicap à domicile, avec un savoir-faire très reconnu et très pointu. Elle est certifiée en DO et ils ont dans chaque agence un psychologue. Et ça sera intéressant d'avoir, Franck, ta vision des choses sur le domicile et comment on arrive à y intervenir. Ensuite, nous avons la chance d'avoir aussi parmi nous Caroline Montminou, qui représente la société Legrand, qu'elle a intégrée il y a fort longtemps. Et maintenant, elle dirige Intervox et surtout, elle s'occupe des marchés de l'assistance à l'autonomie pour le groupe Legrand. Enfin, Philippe Vaillant, qui a rejoint, après une carrière dans l'audit, le groupe Bouygues Immobilier et qui s'occupe auprès du directeur général de Bouygues Immobilier, Olivier Durix, du pilotage de la stratégie des nouvelles activités, entre autres les filiales que vous connaissez peut-être, qui sont les Jardins d'Arcadie, Vosgio, etc. Voilà. Donc, merci à tous d'être là. Je signale que voilà, moi je suis administrateur du SYNAPS, j'ai beaucoup de chance d'être parmi vous pour animer cet atelier. Alors, on va commencer par Caroline. Caroline, je voudrais que tu nous... Oui, auparavant, oui, merci Antoine de m'avoir sauvé. Je vais juste vous faire tous un récap qu'on a préparé avec Antoine sur qu'est-ce que, en fait, la problématique du vieillissement et du vieillissement de l'habitat. Alors, les seniors français dans le monde, d'abord, on a une vision assez large, ont une espérance de vie égale aux Japonais et par contre, on est les premiers à partir à la retraite au sein de l'OCDE. Ça veut dire qu'on a un faible taux d'activité. Je ne vous fais pas la réclame pour la réforme de la retraite, mais c'est un vrai sujet, un faible taux d'activité par rapport le nombre d'actifs par rapport aux retraités, et ça veut dire que en 2020, on est déjà entre 15 et 17 millions, mais on sera fortement incité à être 18 millions en 2030. En 2030, c'est le moment où va y avoir la bascule de cette société du vieillissement, c'est-à-dire qu'il y aura plus de vieux que de jeunes. Deuxième chose, le senior et leur domicile. Rappelez-vous, c'est le site de l'INSEE, 96% des gens souhaitent rester à leur domicile pour y vieillir. Et notion très importante, c'est que 72% sont propriétaires de leur domicile, ce qui pose des problèmes à la fois de financement, mais aussi d'attachement évident sur le plan humain au domicile. 92% des gens vivent à domicile et en 1872, il y aura un doublement du nombre de seniors par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Alors, il est évident qu'on va en parler sans doute qu'en termes de domotique, alors ce mot sera débattu, rabattu, raché, rien, mais les technologies existent. Et surtout, il faut adapter les logements autour de bien-être des seniors. C'est quelque chose, c'est une phrase que j'ai retirée de mon interview avec Caroline, et ça, je pense que c'est très intéressant. Oui, les seniors sont de plus en plus favorables au maintien à domicile grâce à la domotique. Mais ce n'est pas seulement les volets roulants, etc. Ça peut être des choses très simples dont on vous parlera. Beaucoup ont déjà utilisé un objet connecté, 25%, c'est peut-être peu pour vous, mais c'est quand même 1 sur 4 des personnes qui vivent à domicile. Et évidemment, là, on a une grosse
marge de manœuvre, c'est que les gens qui sont en perte d'autonomie, c'est que 6,3%, mais je rappelle toujours qu'il n'y a que 4 à 6% des seniors qui vivent, vous l'avez vu sur le slide précédent, les 95 ou 90 centenaires qui vivent en EHPAD. Hein, donc c'est une petite focale. L'ensemble de la focale des seniors, elle est bien ailleurs. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une vingtaine de pourcents de gens qui décident aujourd'hui, là, après la crise du Covid, de dire spontanément, ben, je vais adapter mon domicile. D'accord? Donc, on sait que, 1, le domicile est peu adapté. 2, on a les technologies, on a les techniques, on a des problèmes, sans doute, mais vous allez en parler, de formation de nos intervenants et de nos aidants qui doivent être encore développés. Et pour nous, au syndicat, l'enjeu, c'est de préparer les domiciles et les intervenants à ce que Dominique appelle très bien, et Jean-Philippe, la transition démographique. Maintenant, place au débat. Alors, Caroline, j'ai envie de commencer par toi en disant, est-ce que vous ne voyez plus le partage d'écran? Est-ce que vous pouvez me répondre par un petit pouce en l'air pour être certain qu'on voit bien les intervenants? Merci, merci. Alors, Caroline, je repose la question à Caroline. C'est quoi la vision de Legrand et d'Intervox de l'habitat aujourd'hui des seniors? Et les seniors, moi, je les vois très larges, c'est-à-dire, c'est des gens de 55 ans et plus. Hein. Dussé-je vous embêter? 56. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Alors, en 5 minutes, ça va être dur de tenir, mais je promets. Donc, le groupe Legrand, bon, c'est un fabricant mondial de l'infrastructure électrique et numérique de tout type de bâtiments. Legrand est arrivé sur le sujet, alors oui, par la domotique, mais on en parlera il y a plus de 10 ans, sur une expérimentation avec quelques collectivités sur qu'est-ce que la domotique peut apporter aux personnes âgées. Donc il y a plus de 10 ans, on était déjà sur le sujet. C'est là où Legrand a racheté la filiale que je dirige actuellement, qui est Intervox, qui est spécialiste de la fabrication de solutions d'appels d'urgence, que ce soit la téléassistance au domicile ou des appels d'urgence dans les établissements. Nous, on y va chez Legrand. Alors, on a des solutions de tout type. Moi, je pars du principe qu'on doit suivre le parcours de la personne. Parce qu'aujourd'hui, l'adaptation d'un logement, alors il y a 2 sujets principaux. Il y a le logement existant et puis il y a le neuf. Parce qu'on ne part pas du tout du même niveau quand on parle de la rénovation d'un logement qui date de nombreuses années, plutôt que le neuf, où je laisserai parler d'autres intervenants, où là, on a pris quand même un petit peu plus en compte les nouveautés, les technologies et l'évolution sociétale au niveau du vieillissement. Au niveau d'un logement, un logement vieux ou un logement relativement ancien, on est sur des millions de logements qui ne sont pas adaptés. Alors, on fait le grand écart, hein, le panel des solutions qui existent, en tout cas de notre côté, dont on essaye vraiment de faire la vulgarisation et la démocratisation, ça va déjà par la sécurité électrique. On ne parle pas encore de domotique, de solutions extrêmement complexes. On va parler de sécurité électrique pour les occupants, mais également pour les intervenants. Parce que ça, c'est le fondamental. Et alors, je n'ai pas de chiffres en tête aujourd'hui, mais on a une quantité et malheureusement un nombre de logements qui ont une précarité électrique, comme on dit une précarité énergétique. Ben, effectivement, il y a une précarité électrique où il n'y a pas de sécurité électrique. Donc déjà, dans un premier temps, ce niveau de sécurisation. Et puis après, comme tu disais Eric, on suit le parcours de la personne et aussi son niveau d'autonomie.
je préfère parler d'autonomie plutôt que de dépendance, mais quand on va effectivement avoir quelques difficultés pour voir les contrastes, l'architecte va adorer un appareillage très beau et très de couleurs vives ou avec un design assez sympa, ou de la luminosité avec des couronnes lumineuses. L'architecte, lui, il va aimer ça, mais on va détourner l'usage et on va dire que pour la personne qui a des déficiences visuelles, ça peut justement être un intérêt notable d'avoir le contraste du mur pour bien visualiser où est l'interrupteur et pour éviter évidemment les chutes. Alors on va suivre comme ça de plus en plus. On va avoir des solutions évidemment un petit peu plus évoluées. Alors on parlait de domotique. Moi, la domotique, on a toujours l'image de la villa des footballeurs avec tout automatisé. Alors on en fait chez Legrand et j'en suis très fière. Mais sur notre sujet là de la Silver Eco, c'est ramener la commande vers soi. Et les personnes aussi à handicap, que ce soit une personne fragilisée temporairement ou malheureusement définitivement, je ramène ma commande, parce que dans les logements, malheureusement, vous rentrez dans votre chambre et puis vous allumez la lumière et puis il faut sortir du lit pour éteindre la lumière. Voilà, je ramène un interrupteur mobile, radio, qui me permet d'éteindre la lumière de mon lit, ou ce qui m'évite de me lever dans le noir, un automatisme d'éclairage, un chemin lumineux, et petit à petit, des solutions encore un peu plus évoluées, où on va finalement préparer l'infrastructure de logement avec du numérique, avec du digital, qui va permettre de le connecter. Et là, on arrive à des solutions intéressantes de connecter. C'est très intéressant parce que là, on va justement impliquer les intervenants, impliquer les aidants. On a des solutions effectivement de téléassistance, des solutions de portiers connectés, des solutions qui peuvent aider l'occupant à mieux gérer son environnement, mais également de sécurisation aussi des aidants et des intervenants, et qui va leur permettre finalement de proposer leurs services. Et je pense que dans la suite de la conversation, on va avoir tout un tas d'explications. Et donc, on a à cœur de suivre. Alors, les solutions, elles existent. Il faut les vulgariser, il faut les faire connaître, il faut que les personnes aussi les acceptent. Et il faut aussi que la mise en œuvre soit facilitée, simplifiée, pour que toute la chaîne économique, toute la chaîne de valeur s'implique. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est finalement, on est différents métiers, mais on est complètement interdépendants les uns des autres, pour que voilà, les services, quand une personne est veut vraiment rester chez elle, mais a vraiment beaucoup de difficultés voilà, pour s'alimenter, pour se déplacer, pour aller faire ses courses, il lui faut du service. Et pour ça, il lui faut une infrastructure qui lui permette effectivement d'être en lien avec les services nécessaires. D'accord. Merci Caroline, c'était passionnant, c'était intéressant, mais on voit bien les interactions qu'il y a. Et donc Dominique, qui est le spécialiste du vieillissement, non pas pour les nuls, mais aussi pour les sachants, car il y a beaucoup de choses dans son excellent bouquin. Il a trouvé à la fois des historiques formidables, mais aussi tu es un pratiquant les mains dans le cambouis depuis pas mal d'années, tu connais très bien ce marché. Quelle est votre vision chez vous à Indépendance Royale à travers votre métier ou vos métiers ou le futur du vieillissement dans un domicile? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je n'ai pas le temps de citer tout le monde, et bonjour aux nombreuses personnes que je connais et un clin d'œil rapide. Alors, sur le logement, je pense qu'il faut avoir, si j'essaie de résumer en 3-4 minutes, c'est ça l'exercice. Ouais. Je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision large de la question. Comment vous dire ça? Moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a 4 curseurs. Je pense qu'il y a 4 curseurs principaux dans lesquels il faut situer cette question du logement. Le premier, c'est équipement versus service. Les gens aujourd'hui connaissent plus les services que l'équipement, et les deux, ce sont deux jambes sur lesquelles on doit s'appuyer pour rester à domicile. Les services sont plus connus parce que depuis le développement d'Édouard Borloo en 95, je crois, Franck, les gens connaissent bien les services à la personne et c'est extrêmement utile. Et on connaît beaucoup moins l'équipement, mon métier, alors que c'est souvent un complément extrêmement utile. Un monte-escalier, par exemple, c'est extrêmement utile, ne serait-ce que pour l'auxiliaire de vie. Voilà.
Donc, vraiment mettre les deux ensemble. Je n'ai pas le temps de développer, mais vraiment mettre les deux ensemble, équipement, service, et les mettre en complémentarité et pas en opposition. Deuxièmement, le deuxième curseur dans lequel il faut, à mon avis, situer la question, c'est le in et le off. Enfin, c'est les bricks et les clics, c'est le numérique et le physique. De la même façon, l'exposition médiatique sur la question du logement et des seniors, elle est beaucoup plus sur le numérique que sur le physique. Et sans méconnaître toute la valeur ajoutée du numérique, il y a vraiment des choses formidables qui se font. Et moi, je suis assez geek à titre personnel. Mais l'angle mort un peu, c'est quand même que bien équiper un logement, ça passe quand même beaucoup aussi par l'équipement physique. C'est-à-dire pas se casser la figure dans sa salle de bain, pouvoir monter ses escaliers. Et voilà. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Je cite assez souvent l'exemple de mon papa, il n'est pas là, mais je le salue, qui a bientôt 80 ans, qui me dit qu'il n'a aucun problème à monter son escalier, enfin, sauf qu'il faut faire 7 ou 8 minutes de pause entre le premier et le deuxième étage, quoi. Donc, il doit y mettre 10 minutes. Là, il en mettait 3 il y a, je ne sais pas combien de temps, 3 ou 4 ans. Donc, voilà, il est dans le déni et il n'est pas tout seul. Donc, on a souvent besoin de concilier également les deux approches, de ce deuxième curseur qui est le numérique et le physique. Il faut vraiment mettre les deux ensemble. Troisième curseur, je pense, c'est un peu moi, je l'ai vraiment vu évoluer dans mon métier depuis 2007, c'est le préventif et le curatif. Moi, j'ai vraiment commencé dans ce métier en 2007 avec des gens qui nous appelaient quand ils avaient eu un problème, une chute typiquement. Il fallait installer un équipement. Nous, on fait des lits, des fauteuils releveurs, enfin, on fait plein de choses. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle en marketing un marché push. Si on ne mettait pas les pubs sous le nez des gens, ils n'y pensaient pas. Et on passe de plus en plus à ce qu'on appelle un marché pull, c'est-à-dire un marché qui est tracté par la demande. On passe d'un marché d'offres à un marché de demande, pour faire clair, où les gens se rendent compte de plus en plus qu'il faut être en préventif. Et de plus en plus, on a des questions, notamment depuis le Covid, c'est une explosion. Enfin, moi, j'ai une demande qui a été multipliée par 3, par exemple, sur les montées d'escalier depuis le Covid. En se disant, voilà, il faut y penser à l'avance. Plus on anticipe le problème, moins il arrive. Voilà, donc on a une espèce de bascule du marché, du curatif vers le préventif. C'est extrêmement clair, hein. Moi, c'était 95% de demandes en 2007 sur du curatif. J'ai eu un problème. Maintenant, le curatif, c'est une demande sur 4 à peu près. Ouais, enfin, je ne sais pas exactement, mais une sur 4, une sur 3. Voilà. Troisième curseur. Et puis quatrième curseur, c'est une espèce de vieux fantôme de la silver economy. C'est le curseur public-privé, où quand on parle d'équiper le logement des seniors, on ne peut pas concevoir que des gens aient de l'argent pour s'équiper sans subvention publique. Alors, il y en a quand même. Donc, cette ligne de partage entre le public et le privé, elle existe. Il y a un curseur qui est là, qui doit s'adapter aux conditions des personnes, mais il faut mettre ensemble ces deux approches. Et je dirais, pour finir, après avoir listé ces quatre curseurs dans lesquels, à mon avis, il faut situer le débat et il faut positionner le débat, je dirais qu'il y a pour moi deux messages clés pour l'avenir. Le premier, c'est qu'il faut passer à l'industrialisation, c'est-à-dire que pour mon métier, l'équipement du domicile, c'est encore beaucoup des artisans, c'est encore beaucoup des... Voilà, et il faut commencer, il n'y a pas d'acteurs publics, par exemple, dans l'équipement du domicile, il y a des financeurs, mais il n'y a pas d'acteurs publics. Et je pense vraiment qu'une des pistes pour le futur, c'est d'avoir des acteurs qui émergent, comme nous, comme d'autres, et qui industrialisent, c'est-à-dire qui sont capables de se déployer à un niveau national, avec un niveau de qualité constante, et faire des PME, des ETI. Moi, quand je suis arrivé chez Indépendance Royale, on faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va en faire pas loin de 100 cette année, quoi. Donc, il faut avoir des acteurs capables de se déployer parce que l'existence d'acteurs privés capables de déployer à grande échelle est, à mon avis, complètement clé sur la silver economy. Ce n'est pas que des startups. D'accord. Et puis, deuxième clé, je pense, et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le paysage, mais j'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous et je pense que c'est clé, c'est la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logement, c'est l'épicentre de deux transitions. La transition démographique dont on parle, mais aussi la transition énergétique. Et les deux vont ensemble. Parce que souvent, les passoires thermiques sont... il y a la loi sur le climat qui est à l'Assemblée nationale depuis ce matin, en séance plénière. Les passoires thermiques, vous avez vu tous les débats, sont souvent le fait de personnes âgées. Enfin, des logements occupés, par les personnes âgées. Et aujourd'hui, moi, je crois beaucoup à la convergence entre deux filières, deux marchés, deux univers qui ne parlent pas trop pour l'instant. Et les grands groupes là-dessus ont un rôle, le Grand, Saint-Gobain, etc., ont eu des rôles, ou d'autres ont eu des rôles importants. La convergence entre le marché de la silver economy, les marchés de la silver economy, et puis
les marchés pour nous concernant de la rénovation immobilière et bien sûr de la construction, en ce qui me concerne plutôt de la rénovation. Et je pense qu'il faut faire converger tout ça. On voit bien que c'est les deux phases du même combat. C'est les deux transitions qui vont transformer la France et le monde dans les 30 ans qui arrivent, et il faut les mettre ensemble. L'autonomie, ça veut aussi dire l'autonomie énergétique. La précarité pour l'autonomie, c'est aussi une précarité énergétique. Et les deux vont ensemble. Et cette convergence, pour en finir, ça fera partie vraiment des aspects, à mon avis, qui permettront de positionner la question de l'autonomie dans le logement comme elle doit être, c'est-à-dire dans un cadre conceptuel large. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Dominique, parce que c'est une vision prospective et qui donne du champ, qui donne une vraie vision à la fois sur cette dichotomie qu'on a souvent dans nos métiers, effectivement, public, privé, numérique, service, etc. Et donc, Aurore, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, puisque tu as été à l'exploitation, tu as dirigé une agence de service à la personne, et puis maintenant tu diriges les opérations dans le cadre d'un grand groupe qui intervient dans plusieurs domaines d'activité. Et effectivement, le domicile, tu en vois les avantages, mais aussi les inconvénients, et tes équipes interviennent au jour le jour. Alors Aurore, dis-moi un petit peu c'est quoi chez Orpea votre vision du domicile au jour le jour, voilà. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Eric pour cette invitation, merci au Synapse. Alors, effectivement, moi je vais avoir une approche très, très pragmatique, pratico-pratique du domicile. C'est effectivement le champ de tous les possibles, mais c'est aussi la boîte de Pandore, dans le sens où quand on parle de maintien à domicile, eh bien, ça amène différentes difficultés, différentes problématiques qu'il va falloir qu'on travaille assez rapidement. On parle d'un virage domiciliaire. Moi, j'ai le sentiment d'avoir pris le virage déjà il y a un petit peu de temps, mais de ne pas en voir la fin de ce virage. Voilà, donc le domicile, oui, il faut qu'on puisse parler, et a priori, et tu le soulignais tout à l'heure, 96% des personnes souhaitent vieillir à domicile. C'est un choix que nous devons respecter, mais et que nous devons honorer, mais pas, alors, avec certaines conditions. Néanmoins, le domicile et la prise en charge à domicile amènent des questions liées à la tarification de ces services, amènent aussi des notions de professionnalisation des équipes, et je pourrais éventuellement le réaborder, et pose aussi la notion de prévention et enfin de coordination des différents acteurs qui évoluent au sein de ce domicile. Sans ces différents aspects, le maintien ne peut être garanti dans les meilleures conditions. Et c'est sur le travail. En tant qu'opérateur de maintien à domicile, on est les premiers sollicités sur les différentes solutions qu'on évoque depuis tout à l'heure. On parle de domotique, on parle d'installation au domicile. Nous, alors, la vision du groupe Orpea, pour répondre à la première question, c'est d'apporter une solution adaptée en fonction du choix de vie de la personne. Si on est face à une personne qui a fait le choix de pouvoir bien vieillir à domicile, eh bien, on l'accompagnera dans les meilleures conditions. Et si d'autres solutions sont plus adaptées à la situation de la personne, on souhaite aussi pouvoir y répondre. Donc, pour en revenir au domicile, la notion de… Je pense qu'il faut qu'on repense les missions du SAD. Quel est le rôle du service à domicile dans l'organisation du bien vieillir à domicile, puisqu'on est souvent les premiers sollicités quand la perte d'autonomie commence à intervenir. Et donc, on a bien entendu la problématique de l'adaptation du logement. Et ça, il faut qu'on puisse travailler de concert avec les différents opérateurs, dans le sens où on a des problématiques. Il y a encore énormément de freins qui se posent à l'adaptation du logement. Et pour nous, quand on dit l'adaptation du logement, c'est une condition sine qua non pour permettre le maintien à domicile, l'adaptation du logement, c'est également pour répondre à des problématiques de prévention des risques à destination de nos collaborateurs terrain. Et c'est primordial au même moment où on dépasse en termes de sinistralité le bâtiment. Donc, il y a vraiment des questions extrêmement importantes à travailler. Nous, aujourd'hui, on doit encore apporter énormément de pédagogie, d'information auprès de nos bénéficiaires pour accepter cette adaptation. Il y a des freins qui sont assez évidents. Ils perçoivent les aides techniques comme quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a aussi beaucoup d'appréhension
autour des travaux, de la mise en œuvre de ces travaux. La peur aussi de ne pas être en capacité d'utiliser les nouvelles solutions qui sont à la disposition des seniors. Et puis, surtout, adapter son logement de manière générale ou faire accéder à la domicile, c'est aussi malheureusement un aveu d'une perte de capacité. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut amener et aider à prendre en considération. Donc, on a un rôle de prévention, on a un rôle à apporter ces solutions, qu'elles soient domotiques, d'installation, le plus rapidement possible dans la tête de nos seniors pour qu'elles puissent se mettre en œuvre le plus facilement possible au moment où la dépendance s'installe. Merci beaucoup Aurore. Ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est la convergence des luttes, comme dirait Dominique, mon ami Dominique, c'est ce vocabulaire marxiste qu'il emploie assez peu. Ceci dit, non, mais c'est vrai, la prévention des risques, que ce soit les risques pour les bénéficiaires, les risques pour le personnel, et ce que disait Caroline tout à l'heure. Donc vous voyez, on converge vers quelque chose sur lequel, Jean-Philippe, tu vas nous éclairer toi aussi, je pense, sur cette convergence de l'adaptation au domicile dont on a besoin. Et vous avez été les premiers, je pense, chez Saint-Gobain à venir faire un lobbying de terrain, mais aussi avec des solutions pratiques sur l'aménagement du domicile. Et je voudrais un petit peu t'entendre sur la façon dont vous voyez les choses. À la fois. Oui, bon, je ne t'ai pas trop entendu. Vous m'entendez bien ? Ouais. Ouais, parfait. Merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. Donc, effectivement, je représente aujourd'hui alors à la fois Saint-Gobain, l'industriel, est très en pointe, Dominique le citait, sur la transition énergétique dans le cadre du plan de relance. Et puis la branche distribution bâtiment, notre métier, nous, c'est tous les jours, en fait, à travers des grandes enseignes comme Point P et CDO, je dirais accompagner des professionnels du bâtiment, j'entends, sur les grands enjeux de la rénovation des bâtiments. Donc, leur livrer des matériaux, mais pas que. On a aussi une grosse activité de service et depuis peu une activité B2C, donc tournée vers le particulier, pour éclairer justement les particuliers sur les enjeux de leur habitat autour de 7 piliers de confort. Évidemment, on a la transition énergétique en tête, transition démographique, on a parlé du numérique. Donc effectivement, quand Dominique parle de convergence des luttes, tout ça, effectivement, ça montre un petit peu, finalement, je dirais, les défis. Moi, souvent, je présente, en fait, les enjeux du bâtiment comme l'Everest. Donc, on parle énormément de transition énergétique aujourd'hui, pour X raisons, je dirais, louable ou peut-être parfois moins louable quand c'est que politique. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est un gros enjeu. Et finalement, alors, même si on a été un peu précurseur chez Saint-Gobain, cette transition démographique, je ne sais plus qui disait, ce n'est pas une révolution, c'est une lente évolution. Et on parlait tout à l'heure qu'elle a du mal à cristalliser. Et effectivement, nous, on le voit par exemple dans le monde du bâtiment, où aujourd'hui, il va vraiment falloir passer un cap, une accélération dans le discours auprès des professionnels du bâtiment pour muter de solutions d'adaptation au handicap, on parle de 600 000 personnes en France, à un marché qui va, je dirais, où il va falloir accompagner des millions d'usagers. On le mentionnait tout à l'heure, il n'y a que 6 personnes, des personnes âgées qui finissent en fauteuil roulant. Et jusqu'à preuve du contraire, à cet âge-là, elles ne le manipulent pas toutes seules parce qu'elles sont rentrées dans les phases de grande dépendance. On n'a que 6% de logements adaptés et pourtant, on n'a encore pas de loi qui encadre, je dirais, l'adaptation des logements. Alors, on a un pauvre crédit d'impôt, on a eu la loi Elan qui oblige, je dirais, à installer des douches sans ressaut dans, on va dire, 20% des bâtiments neufs, je résume, alors qu'on sait pertinemment, dans le secteur du grand âge, que parfois une douche adaptée à une personne handicapée, enfin une salle de bain, ne l'est pas forcément pour une personne âgée. Parce qu'il y a des besoins, je dirais, de points d'appui naturels, par exemple. Et puis surtout, on a 30 millions de logements anciens qu'il va falloir, peu ou prou, je dirais, rénover. Donc, dans ce qu'on disait dans la politique de prévention, alors souvent, et je le dis avec mes mots, on a du care plein la bouche, mais on ne fait rien. Sur la transition énergétique, je prends souvent le parallèle, on en entend parler depuis 1973, depuis le premier choc pétrolier. On n'a pas de pétrole et on a des idées. Et puis après, il y a eu J'économise, j'éco-rénove. Et c'est vrai qu'on appelle de nos voeux une grande campagne de prévention qui s'adresserait à un public beaucoup plus jeune que ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, avec les campagnes de com de la CNSA. L'idée, c'est de parler de confort et pas de dépendance. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment à changer de regard. Alors, nous, on essaie d'y contribuer.
Que veut entendre le public? C'est un langage de bien-être, de confort et de sécurité. Caroline citait la sécurité électrique, il faut se le rappeler. Je vais rajouter une convergence aussi avec la transition numérique. Aujourd'hui, juste la prise en T du téléphone, hein, les réseaux, je regardais les réseaux, notamment cuivre, je dirais, c'est encore une majorité des logements. Il y a même des endroits, je crois, du côté de l'Auvergne, où une grande marque d'opérateurs, pour ne pas la citer, n'entretient plus le réseau, arguant du fait que dans 2 ou 4 ans, ils vont passer à la fibre. Qu'est-ce qu'on fait des enjeux de télésanté? Qu'est-ce qu'on fait du lien social? Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'un regard beaucoup plus global sur l'habitat individuel. Et la deuxième chose, et pour aller aussi dans le sens je dirais, des autres intervenants, c'est évidemment un couple intimement lié avec les services au domicile, qui, je le rappelle, on l'avait mentionné dans le premier rapport qu'on avait fait avec Hervé Meunier à l'époque, qui est la profession la plus accidentogène et la plus productrice de TMS aujourd'hui. Et donc cette dimension-là, on ne l'a pas vraiment dans l'adaptation des logements. Donc on a encore beaucoup de travail devant nous, ce que je veux dire. Sur un changement de paradigme, moi j'allais plus loin quand Dominique Libaud avait dit il faut intégrer la transition démographique dans les politiques de RSE de toutes les entreprises. Moi j'avais bien retenu ça à l'époque en disant voilà, dans la prévention par exemple du départ à la retraite, bon j'ai eu 51 ans donc j'ai reçu mon petit papier, il faut intégrer cette dimension-là aussi. Et y intégrer aussi la notion de parcours de vie. Parce que le chez-soi, ce n'est pas forcément chez soi. Ça peut être dans des nouvelles formes d'habitat, et c'est plus binaire entre chez-soi et l'EHPAD. Ça, on le sait tous, mais aujourd'hui, il faut le faire savoir au plus grand nombre. Il y a plusieurs formes d'habiter, et très peu de gens le savent, et très peu d'écosystèmes autour de la personne le savent. Donc aujourd'hui, si j'avais, je dirais vraiment un vœu, c'est que cette dimension autour de l'habitat, effectivement, il y ait cette convergence des luttes. C'est marxiste, c'est ce que vous voulez, mais c'est pragmatique en tout cas, pour effectivement qu'on fasse un bond en avant, sachant que la transition démographique, c'est un long marathon. Là, on a un sprint de 10 ans devant nous, ce que je n'arrête pas de dire depuis des années. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un pic démographique de l'arrivée des baby-boomers dans le papy-boom, et après, on aura un plateau. Donc là, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, on va dire, le temps nous est compté. Alors, on ne manque pas que bras, de volonté, mais il faut vraiment une décision politique forte. Et je ne parle pas de la loi grand âge, hein. Je parle simplement d'une décision politique forte et structurelle, je dirais, pour accompagner cette transition démographique qui est une très belle chose, hein, dans l'absolu. Merci Jean-Philippe, c'est pour ça que nous sommes ravis au Synapse d'accueillir Saint-Gobain parmi nos membres, mais aussi on est ravis d'avoir des gens qui viennent de l'immobilier parce que ce soit des gens du service, des industriels comme Dominique vous a montré ou Caroline, nous on est en charge de pousser justement, de faire partie des gens qui poussent, hein, il faut être très humble, cette démarche parce qu'on voit la complexité des choses. Franck, je te laisse la parole parce que, en fait, tu as une société très spécialisée aussi sur les services, l'intervention à domicile. Donc, tu as peut-être une vision, je dis peut-être, je suis sûr que tu en as une. Sinon, on coupe le micro tout de suite, hein, mais ça m'étonnerait. Voilà, je te sollicite pour savoir aussi quelle est votre façon d'agir et votre façon de voir ces interventions à domicile. Voilà. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous parce que vos sujets sont au cœur des miens tous les jours, aussi bien quand je porte ma casquette de président d'Oxylife, donc Oxylife qui est une structure d'aide à domicile déployée globalement au nord de la Loire, avec aujourd'hui à peu près 1500 salariés, parce que, en effet, en tant qu'Oxylife, du coup, en effet, nos bénéficiaires sont confrontés à des problématiques d'accompagnement à domicile, qui est un terme que je préfère à celui de maintien, parce que quand on accompagne, on est effectivement bien dans une logique d'évolution. Quand on est dans le maintien, on est très souvent dans une notion restrictive. Voilà. Et donc, en effet, notre vision, c'est aussi de pouvoir continuer, alors qu'on soit vis-à-vis d'un public en situation de handicap, où là, c'est beaucoup plus évident, parce qu'évidemment, quand on accompagne
un enfant handicapé, on veut le faire évoluer pour arriver à un niveau d'autonomie, mais aussi vis-à-vis d'une personne âgée en perte d'autonomie, parce que ce qu'on veut arriver, c'est continuer à l'accompagner malgré les difficultés qui vont s'accumuler dans son parcours, aussi des difficultés cognitives que des difficultés physiques. On est au cœur, en effet, de ces problématiques-là, aussi quand j'ai ma casquette de vice-président de la FEDESAP, puisque la FEDESAP, c'est aussi une fédération et la principale fédération aujourd'hui du secteur, avec 3500 adhérents, plus de 100 000 salariés et 650 000 familles accompagnées, au point que justement on se saisisse de ces sujets-là en ayant créé 2 commissions, une sur la partie care management, donc tout ce qui est gestion de parcours, et donc effectivement l'interconnexion avec l'ensemble de la silver economy, hein, qu'on parle de téléassistance, qu'on parle bien entendu d'aide technique, qu'on parle d'aménagement du domicile, et la deuxième commission qui est sur l'habitat alternatif. Et donc pour reprendre ce que on disait, en effet, entre le domicile pur et les fameux 30 millions de logements qui sont aujourd'hui pas adaptés et l'EHPAD, bien entendu qu'on a aujourd'hui déjà un certain nombre de solutions qui sont déployables et sur lesquelles, du coup, on est intimement persuadé que les structures d'aide à domicile vont pouvoir jouer un rôle important. Donc, mon message essentiel, c'est ça. C'est les sujets en termes de silver economy, vos sujets et les nôtres en tant que service à domicile sont complètement imbriqués. Et on a tout à gagner à aller de plus en plus dans l'échange, dans la proximité, pour être à la hauteur des enjeux de cette imbrication et de ce qu'on a à y gagner, aussi bien vous que nous. Et à ce titre-là, je suis également persuadé qu'on est, en tant que service d'aide à domicile, des vrais relais de transformation du modèle économique de la silver economy. Pour en faire un secteur, en effet, comme le disait Dominique tout à l'heure, un vrai secteur industriel, pas uniquement composé de start-up, tout à fait en phase avec ça, et surtout pour en faire un succès. Et qui dit succès dit un véritable usage qui est transféré à l'ensemble de la population, parce que si on peut se rappeler ce petit exemple, hein, les télécommandes qui aujourd'hui pullulent, et aujourd'hui personne n'imaginerait acheter une télévision sans une télécommande, ont été conçues initialement pour des personnes handicapées. Et aujourd'hui, c'est devenu un usage complètement développé et plus personne ne s'approche de son écran de télévision pour appuyer sur ses boutons. C'est exactement vers là où il faut aller, et c'est exactement vers là où, du coup, en imbriquant aussi bien le service et la partie produit, qu'on peut y arriver. Sur ces sujets-là, évidemment, c'est pas un sujet nouveau, hein, parce que, alors, pour avoir rédigé déjà 3 ou 4 livres blancs pour la fédération, le dernier étant sur la loi grand âge autonomique qu'on attend encore à ce jour, dès nos premiers sujets, dès nos premiers livres blancs en 2010 ou 2011, on évoquait déjà cette imbrication. Aujourd'hui, force est de constater que c'est pas encore complètement abouti, qu'il n'y a pas encore ce mix service-produit que pour le coup qui relèverait d'une forme de convergence et que tout le monde voit comme évident, mais néanmoins aujourd'hui c'est pas le cas. Sur les différentes commissions, on parle à chaque fois de ces sujets-là, et à chaque fois on se dit il faudrait qu'on le fasse ensemble, mais on ne le fait pas. Du coup, en effet, alors avec une troisième casquette, celle de Solidarité Domicile, qu'Arnaud a évoqué tout à l'heure. Solidarité Domicile, en 3 mots, hein, c'est une association qu'on a créée pendant le premier confinement pour amener les structures d'aide à domicile et de soins infirmiers à domicile et les EHPAD à coopérer en termes de ressources humaines. Évidemment que la logique, on la voit directement, hein, c'est en effet d'arriver à pouvoir se coordonner et à pouvoir aussi travailler ensemble, y compris avec des aides techniques, y compris avec de la téléassistance, y compris avec de l'aménagement du domicile, et bien entendu avec nos éditeurs de logiciels préférés, puisque c'est aussi eux qui vont nous permettre de mettre en place des organisations efficaces.
Tout ça, ça nous amène, en effet, aujourd'hui, à être absolument convaincus qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Alors, je suis, du coup, en conclusion, hein, je suis ravi de pouvoir venir vous le dire directement. Tant nos intérêts communs sonnent comme une évidence. Merci beaucoup Franck pour ton intervention. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs angles dans ce que tu viens de dire et je pense que ça intéressera évidemment tous nos membres. Mais là, on va présenter aussi, Philippe Vaillant, la vision de Bouygues Immobilier. Et ce qui m'intéresse, c'est la vision du constructeur, hein, parce que tu représentes vraiment les constructeurs, pas seulement les matériaux, les intervenants ou le mobilier ou l'adaptation, etc. Mais on voit bien que c'est cette interaction de tout le monde qui va faire que si on booste bien le système, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, on a 10 ans pour faire le dernier sprint. Et 10 ans, c'est jamais trop tard et c'est jamais trop long. Hein. Donc, ça m'intéresse parce que vous êtes à la fois constructeur et à la fois exploitant. Et en plus, vous avez fait une très belle étude. Tu m'as expliqué ça. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus? Merci. Ouais, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais peut-être juste rapidement brosser ce qu'est Bouygues Immobilier aujourd'hui. Ça permettra de comprendre un peu le prisme avec lequel on regarde aujourd'hui le sujet de la silver economy chez nous. Donc juste à titre de précision, Bouygues Immobilier, c'est un promoteur et on travaille aussi avec Bouygues Constructeur, mais en fait, on fait construire, on ne construit pas nous-mêmes. Et en fait, on produit, selon les années, entre 7000 et 10 000 logements. Finalement, quand on regarde un peu la majorité de notre production, on est plutôt orienté vers de l'investisseur ou du primo-accédant. Donc finalement, cette question du senior, pour nous, elle est... on la prend en compte parce que bien évidemment c'est un sujet important de société et on creuse ces sujets sociétaux justement au travers de nos activités d'exploitation qui sont relativement récentes chez Bouygues Immobilier puisque la première incursion dans le monde de l'exploitation c'est avec Jardin d'Arcadie et ça date de 2014. Donc finalement c'est comme on a assez peu de recul et quand on regarde aussi ce sujet des seniors via Jardin d'Arcadie qui est un opérateur de résidence service senior, c'est aussi un produit de niche. Donc déjà, quand on parle, nous, on fait 10 000 logements par rapport rapporté aux 30 millions de logements. Et quand on dit qu'on opère un peu moins de 4 000 appartements dans des résidences seniors, on est vraiment sur la niche de la niche. En revanche, et c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est que quand on produit des logements neufs, on peut se dire que effectivement, la promesse, c'est qu'elle soit au top de ce qui est de la performance énergétique. En revanche, pour les seniors, comme nos clients sont relativement jeunes, ils ne se projettent pas, ils ne se voient pas vieillir. Donc, on a des gens qui veulent rester à domicile à plus de 90% et en même temps, ils ne conçoivent pas de faire des investissements au départ pour pouvoir se voir vieillir. Si en plus on rajoute au fait que les gens changent d'appartement environ tous les 7-10 ans maximum, globalement, ils ne se disent pas qu'ils vont vouloir rester à domicile. Donc, bizarrement, on est en capacité de faire des logements qui sont adaptables. En revanche, ça coûte cher. Le logement neuf, il coûte déjà cher. Si on vient rajouter une surcouche, c'est un peu là la contradiction, c'est de dire comment on arrive à faire des logements qui deviennent adaptables. Donc, j'ai bien entendu effectivement les propos qui est de dire on peut légiférer là-dessus et le faire by design, mais ça va être quand même assez complexe parce qu'on est face à des équations économiques qui sont quand même plutôt compliquées. Après, si on regarde le sujet des résidences seniors, donc on est sur un parc qui est relativement, on va dire, petit, en tout cas pour nous, ce qui nous concerne. Et en tout cas, on essaie de faire en sorte que ce soit un produit qui soit vraiment pleinement adapté aux seniors fragilisés. Alors, on n'est pas sur la dépendance, on est vraiment sur du senior fragilisé. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que le critère le déclencheur pour pouvoir aller dans des résidences seniors, c'est globalement la plupart du temps la perte du conjoint. Donc, c'est quelque chose qui est subi et qui, en plus de ça, généralement, il est prescrit par les enfants. Donc, on est face à une situation qui est quand même assez étonnante. Et donc du coup, là, je reprends ma casquette de dire comment on fait évoluer notre produit résidence senior. Donc, c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, mais déjà, essayons de faire correctement ce sur quoi on travaille déjà aujourd'hui. Comment on le rend aussi plus désirable
et moins stigmatisant pour les futurs seniors qui vont arriver en nombre, comme vous l'avez très bien présenté. Et du coup, aujourd'hui, les jeunes seniors, quand ils voient leurs parents aller dans des résidences services seniors et ils se disent, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'aller là-dedans, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai 55 ans, 60 ans, je suis en pleine possession de mes moyens, je suis encore avec mon conjoint, je suis très bien chez moi et j'ai pas envie d'aller revendre mon appartement. En plus, c'est pas forcément simple. Et, euh, et du coup, d'aller dans des établissements qui sont, on va dire, typés seniors. Donc nous, notre réflexion, elle est de dire comment on rend ce produit un peu plus désirable et comment on rajeunit aussi cette population cible et pour faire quelque chose aussi de moins, entre guillemets, moins genré. Donc ça, c'est vraiment les questions qu'on se pose. Et finalement, on se dit aussi que c'est une population qui est de plus en plus urbaine. Donc nous, nos résidences, elles sont quand même de taille importante. Donc comment on fait aujourd'hui pour aller développer du produit neuf de qualité à des prix relativement abordables? En plus, ce dont on s'aperçoit, c'est que les seniors, globalement, ils vont perdre en pouvoir d'achat en moyenne. En tout cas, c'est une population qui va se paupériser par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc comment on va être, nous, en capacité, promoteur de neuf, à apporter un produit qui soit performant énergétiquement, qui soit adapté à des seniors, et qui soit aussi pas trop cher. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et ce sera une partie de la réponse parce qu'évidemment, vous l'avez très bien décrit, la majeure partie du sujet, ça va être de dire comment on transforme le domicile actuel. Mais en tout cas, nous, c'est les leviers sur lesquels on peut jouer à notre modeste niveau. Donc c'est là-dessus. Et finalement, on se dit comment on redessine, nous, les questions, pour répondre à la question d'Éric, c'est le prisme de Bouygues Immobilier, c'est quoi? C'est comment on redessine le parcours résidentiel. Aujourd'hui, on a dessiné des choses pour les étudiants, on a dessiné du logement classique pour les familles, on a les résidences services seniors, après l'étape d'après, c'est l'EHPAD. Donc finalement, on a envie de dire, c'est pas juste, on est dans son logement, on est propriétaire de son logement, et en fait, la case d'après, c'est soit résidence service senior ou EHPAD. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un continuum, quelque chose de on va dire intergénérationnel quelque part, parce que c'est sur le bout de la langue de tout le monde de dire on veut faire de l'intergénérationnel, les seniors veulent pas être qu'entre eux, mais en même temps pour leur apporter du service à des prix, on va dire, attractifs, il faut pouvoir mutualiser les services. Et donc du coup, quelque part, il faut quand même qu'il y ait une masse critique. Et c'est là où Bouygues Immobilier a un rôle à jouer, c'est de dire comment aujourd'hui on propose une offre qui soit attractive, qui permettent d'avoir une équation économique pertinente et de pouvoir apporter le meilleur service avec du coup des logements qui soient pleinement adaptés. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu les questions qu'on se pose aujourd'hui chez Bouygues Immobilier. Merci beaucoup sur cette vision. Je voudrais poser une question et là c'est un débat un petit peu qui va commencer avec la salle, mais pour ouvrir le débat, j'aurais voulu que Jean-Philippe ou Dominique, vous me parliez un petit peu de l'international. J'aimerais voir s'il y a des pays dans lesquels on a déjà vu ou pris un peu d'avance par rapport à nous, parce que certes on exporte le modèle des EHPAD, mais quand même c'est quand même encore petit. Au niveau des bâtiments et au niveau de l'adaptation des bâtiments, peut-être que vous avez, Jean-Philippe, une vision, c'est Saint-Gobain maintenant assez large, et Dominique, avec tes voyages incessants, tu peux nous éclairer là-dessus. Je vais prendre juste un exemple où aujourd'hui, alors pas directement Saint-Gobain, mais l'Allemagne, par exemple, je dirais, accompagne les gens assez tôt, je dirais à travers des subventions, soit pour adapter de façon préventive le domicile, je crois que c'est entre 3 et 5 000 euros, soit également pour les aider à accompagner des projets de colocation. Et là, ça va jusqu'à 13 14 000 euros. Bon, je vais encore citer les pays scandinaves, mais qui sont largement en avance sur nous sur ces sujets-là, y compris d'ailleurs sur l'aide à domicile. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est à une sorte de tension encore en France entre, je dirais, une culture des pays du Sud qui était encore
je dirais, les enfants qui s'occupent des parents et ainsi de suite. Et puis une société qui s'est éclatée. On connaît tous, je dirais, la statistique qui veut qu'il y ait 250 km entre aujourd'hui les parents et les aidants. Et on n'a pas fait cette mue. On est très en curatif encore. Parce qu'on se dit que quand il arrivera quelque chose, il y aura la sécurité sociale pour m'aider, pour m'accompagner. Mais pas vraiment en préventif, là où des pays, je dirais, nordiques ou anglo-saxons sont beaucoup plus en avance. Parce qu'on sait aussi, ils n'ont peut-être pas le même système de protection sociale que nous. Hein. Mais voilà. Donc, mais j'aime bien citer le cas de l'Allemagne, où c'est pas nouveau, hein, ça fait des années, où ils ont déjà prévu cette partie-là. D'accord, merci. Dominique, une réaction ou Caroline, hein, après. Allô? Pardon, ouais. J'ai allumé le micro. Effectivement, il y a une espèce de ligne de démarcation. Moi, j'ai constaté sur nos produits, par exemple, tout ce qui est pays anglo-saxons au sens large du terme, on va dire une ligne Angleterre, Allemagne et jusqu'à l'Europe du Nord, en passant par la Hollande, etc. Si je prends l'exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Prenons l'exemple des montes-escaliers. Le ratio en France, il se vend à peu près 14 ou 15 000 montes-escaliers par an, d'accord? En Angleterre, c'est 12 fois plus. Ce n'est pas 12% de plus, c'est 12 fois plus. Ça veut dire que c'est devenu un projet, c'est devenu un acte aussi courant, c'est un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, un acte aussi courant d'implanter un monte-escalier que chez nous de mettre, je ne sais pas quoi, de mettre des volets roulants. Et la raison, c'est que, c'est comme toujours, la raison, elle est pas stratégique, elle est culturelle. C'est que, par culture, les pays anglo-saxons se sont beaucoup plus vite tournés vers les solutions privatives, vers les solutions où on se tourne vers l'aménagement individuel du logement ou du logement individuel, là où nous, on a une espèce de passion française pour les plans quinquennaux et les machins et les trucs. Et résultat, on a privilégié le collectif. On a beaucoup privilégié le collectif, là où les pays anglo-saxons ont privilégié, soit par les gens qui se financent eux-mêmes, soit par les aides publiques, mais privilégié l'adaptation individuelle. C'est vraiment une culture, le privé ne veut pas dire la même chose en Angleterre ou ici. Donc oui, ils ont vraiment un train d'avance. Après, sur les autres pays du monde que je connais à peu près tous, la France est quand même pas mal en avance globalement. Même le Japon, un pays que je connais vraiment très très bien, il n'y a rien qui se fait pour les seniors. Ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a vraiment rien qui se fait. Même les services à la personne au Japon, ça existe très peu finalement. Bon, merci. Caroline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus avec la vision que tu as du groupe? Oui, je rejoins ce que Jean-Philippe et Dominique disaient, c'est qu'après, il y a aussi une hétérogénéité au niveau des politiques publiques, parce qu'on voit que ça dépend de la culture du pays, de la côté je suis dans la prévention ou je suis dans le curatif, et puis aussi de la politique publique. En Angleterre, c'est effectivement bien plus de téléassistance, parce qu'il y a une commande publique qui a poussé, et finalement, les gens ne se posent même plus la question, ils l'ont accepté parce que c'est un fait. Après, d'autres pays, effectivement, les gouvernements vont peut-être pas mettre le curseur aussi au sein du domicile. Ils vont dire plutôt, je vais mettre de l'argent, pas pour maintenir ou accompagner les gens au domicile, mais pour construire des EHPAD. Nous, effectivement, on a choisi d'investir, enfin, en tout cas, de s'occuper, parce qu'investir, je fais attention, parce que les finances sont toujours très compliquées, mais on a choisi, là, notre gouvernement et notre politique au niveau France a choisi d'aller dans le sens du domicile, même si effectivement il y a des résidences intermédiaires qui se construisent, des résidences seniors, des EHPAD, bien évidemment, mais on pointe du doigt. Donc oui, je pense qu'on a une belle expertise en France, mais c'est vrai que c'est ce qui est toujours un peu frustrant, mais même en France, au sein des départements, au sein des régions, on a également les mêmes difficultés, c'est que ça ne se décline pas. Alors l'industrialisation, on peut le faire à certains niveaux de métiers. Nous, fabricants, voilà, on va industrialiser et on va détourner et ça va rendre accessible financièrement. Je rejoins ce que Philippe Vaillant disait, c'est qu'effectivement, il faut qu'on vulgarise et qu'on démocratise le plus possible et qu'on harmonise le plus possible pour que ce soit accessible. Mais il n'empêche qu'il y a des régions et des zones où la culture, où les politiques publiques ne seront pas les mêmes et il va falloir la personnalisation. Bien sûr. Bon, merci. Jérôme, est-ce que je peux te demander, Jérôme Pigné, de me résumer ou de faire quelques questions de la salle parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dites.
Oui, on m'en a envoyé quelques-unes par SMS. Bonjour à toutes et à tous. Déjà pour Marianne Simino qui demande qu'est-ce que la crise sanitaire finalement va amener comme changement dans les besoins et demandes des habitants en termes de logement. Alors c'est peut-être question collégiale. Est-ce que pour vous, on est en train de vivre, c'est le mot à la mode, un monde d'après en termes de maintien à domicile et de vivre chez soi? Ça, c'est une des questions qui a été posée sur le chat. Et question collégiale. Autre question collégiale, peut-être, je donne les deux tout de suite. Il y en aura une troisième, je reprendrai la parole peut-être spécifiquement par rapport aux propos de Bouygues. Donc, première question, c'est le monde d'après, est-ce que ça va changer quelque chose? Et deuxième question, on a des diagnostics amiante, termites quand on vend un logement. Si demain on adapte sa maison et qu'avec un monte-escalier, finalement elle gagne en valeur puisque c'est une maison dans laquelle finalement en tant que nouvel acheteur, on va pouvoir bien vieillir. Et donc le fait d'adapter cette maison au bien vieillir valorise le bien. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers ces diagnostics A, B, C, D, E d'un logement bien conçu pour bien vieillir? Donc voilà ces deux premières questions. Voilà, merci Jérôme. Qu'est-ce qu'il veut Je vais répondre à la deuxième tout de suite. C'est une proposition qu'on a fait en 2019 avec l'équipe qui avait travaillé sur un rapport qu'on avait fait sur les 20 mesures sur l'adaptation du logement, où effectivement il nous paraît important d'impliquer les professionnels de l'immobilier à travers une étiquette adaptabilité et accessibilité du logement. Pas faire le mélange entre les deux. Il faut pouvoir accéder déjà au logement, qu'il soit individuel ou collectif, et ensuite qu'il soit adapté ou adaptable. Et donc on avait imaginé effectivement une étiquette adaptabilité. Et puis à la première question, nous on le voit dans le monde du bâtiment. Saint-Gobain a fait de très beaux résultats au second semestre. Effectivement, avec la pandémie, on a eu un rapport intime à notre logement, là encore, puisque on est encore pour une partie confinée. Voilà, donc le télétravail a mis en lumière, par exemple, les besoins d'améliorer l'acoustique, d'améliorer des espaces un petit peu plus individuels pour travailler, pour que les enfants jouent. On le voit aussi. Alors, le monde de l'ameublement, on n'a pas fait une année exceptionnelle, mais enfin, il y a quand même certains pans du meuble de l'ameublement qui a beaucoup travaillé. Les gens ont profité de changer leur canapé, leur lit, leur machin, parce que effectivement, on était confinés, emprisonnés dans un logement où on a vu tous ces petits défauts. On a vu tous les problèmes qu'on pouvait avoir en termes aussi de connectivité quand on faisait des webinaires, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a eu un rapport beaucoup plus intime avec son logement, et on le voit en tout cas dans les intentions de travaux, qu'elles montent en flèche, en dehors du fait que les gens aussi veulent aller dans des logements avec jardin. Eric? Oui, vas-y Dominique. Sur la première question, je voudrais intervenir. Je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience avec le Covid. Tout ce que vient de dire Jean-Philippe est tout à fait vrai. Et je voudrais rajouter un élément qui me paraît clé. C'est que pour être capable de rester chez soi, il faut être capable d'en sortir. Je m'explique. Pendant les différents confinements, la souffrance des gens, finalement, c'est pas tant de rester à la maison, enfin c'est une boutade, mais pas tant de rester à la maison que d'avoir limité les interactions sociales. C'était fait pour ça d'ailleurs. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on est senior, si je prends une définition de senior à peu près équivalente à celle de retraité, les interactions sociales naturelles baissent. Elles baissent parce qu'on va moins au travail, on va moins parce qu'on ne va pas au travail. Elles baissent parce qu'on voit moins ses petits-enfants, etc., etc. Alors, il y a toujours l'image du senior hyper investi dans des associations, mais la plupart du temps, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, les interactions sociales, c'est les commerçants sur le marché, un peu de télé, et puis quelques personnes qu'on connaît et qu'on voit au bistrot. C'est le senior hyper actif, hyper investi, c'est pas la majorité du genre, comme dirait Lino Ventura. C'est toi demain. Hein? C'est toi demain. Oui, ou nous, mais c'est pas la majorité. Franchement, c'est pas la majorité. Et du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, et vous le savez bien tous, c'est que quand les interactions sociales, les interactions avec l'extérieur se réduisent, les accidents physiques commencent à arriver. Donc, il y a une interdépendance complète. Je ne sais pas s'il y a un tout bip de l'assistance en gériatre, mais il y a une interdépendance complète entre le fait de ne pas pouvoir être en interaction avec l'extérieur et le fait de garder une intégrité physique, parce qu'on se dégrade. Quand le cerveau se dégrade, la tête se dégrade. Moi, j'ai passé 2 ans de ma vie comme handicapé lourd. J'ai eu un accident de vie et j'ai passé 2 ans dans une chambre d'hôpital. Je peux vous dire, on devient fou. On devient fou. On attend avec passion l'arrivée de l'aide-soignante à 14h qui vient nettoyer la chambre parce qu'on pourrait lui poser 3 questions. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça vous fait la journée, quoi. Donc, les seniors, c'est ça qui a changé à mon avis le Covid. C'est qu'on a vu, il y a eu des rapports sur le sujet, sur l'isolement des personnes âgées, etc. Mais que
rester tout seul à son domicile, ça ne veut rien dire. Donc l'adaptation du logement, puisque c'est le sujet du jour, ça passe par un renforcement, par plein de moyens, des interactions sociales. Nous, par exemple, on vend des scooters électriques pour que les gens puissent se déplacer. Ça peut être des produits, ça peut être des choses, ça peut être un milieu associatif, ça peut être du numérique. Absolument, du numérique, des outils de communication. Mais on ne reste pas à la maison si on n'est pas capable d'avoir d'interaction avec l'extérieur de la maison. C'est très intéressant. Franck, tu veux réagir? Oui. Oui. Ah non, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en effet, se retrouver enfermé chez soi, maintenu à domicile, c'est évidemment l'inverse de ce qu'on souhaite à chacun, à tout à chacun. Et alors, pour répondre, moi, à la première question, donc, alors, bon, le monde d'après, j'en sais rien. En revanche, le monde d'aujourd'hui, c'est quand même que depuis juin dernier, il y a une 5e branche à la Sécu. Et ça existe. Hein, voilà. Il y a même un financement. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, en gros, on a déversé les différents financements autonomie qu'il pouvait y avoir dans une 5e branche. Voilà. On en a rajouté pour 2023 2,3 milliards avec, on a récupéré quelques points de CSG qui vont permettre d'alimenter le début de la pompe. Mais aujourd'hui, il y a effectivement cet élément-là. Et le monde de demain peut tout à fait se construire dans un modèle qui est en effet un socle de solidarité nationale, puisque c'est aussi une des spécificités françaises, hein, c'est d'avoir une sécurité sociale qui soit effectivement très active dans le domaine de tout ce qui est santé et autres. Voilà. Néanmoins, en effet, la notion d'individualisation de la prise en charge, qu'elle soit financière sur l'aménagement du logement ou qu'elle soit en effet individualisée par des auxiliaires de vie, c'est des notions qui sont absolument essentielles. Voilà. Et c'est pas, enfin, si on a choisi, si l'État français a fait le choix via la CNSA en l'occurrence par exemple de ce virage domiciliaire. Oui, il y a des choix politiques qui sont exprimés, mais aujourd'hui, quel gouvernement pourrait prendre une décision qui irait à l'inverse de 87% des Français? Je veux dire, faudrait être suicidaire, quoi. Enfin, aujourd'hui, le choix des Français, c'est de rester chez eux ou dans un quasi chez eux. Donc, du coup, en effet, aujourd'hui, le gouvernement actuel et probablement que le prochain, voilà, et même l'après-prochain, seront quand même obligés de suivre cette politique et de respecter le choix des Français, hein, qui au final les élisent. Pour moi, la notion d'accompagnement financier public n'est pas synonyme nécessairement de problématique ou de surcharge administrative. En revanche, en effet, il faut bien être dans une logique entrepreneuriale qui est celle de l'investissement. C'est-à-dire, je donne les moyens de démarrer, voilà, et si en effet mon public rencontre un usage, si j'ai vraiment besoin de ce produit-là, je l'achèterai en fait. Ok, on m'a donné une petite incitation initialement pour m'équiper, je ne sais pas moi, en panneaux solaires, voilà. Si j'en ai strictement rien à faire de l'écologie et des panneaux solaires, la deuxième fois, quand j'aurai pas d'aide, je ne m'équiperai pas en fait. Hein. Je crois que tu as raison, Franck, et merci de souligner, c'est cette vision un petit peu libre de l'homme qui est de choisir, mais il faut que le public aide. Il y avait une question d'Arnaud tout à l'heure, effectivement, sur le rapport public-privé qui nous occupe tous plus ou moins la tête. Les partenariats public-privé, ça a été un moment quelque chose qui a existé beaucoup dans le bâtiment. Il faut que ces partenariats public-privé marchent aussi dans notre filière et dans notre secteur, c'est important. Je voudrais signaler simplement, parce qu'il y a des remarques sur le chat, sur les propos à propos des associations. Effectivement, la France est le pays au monde qui compte le plus d'associations et qui marchent le plus souvent avec des seniors, mais c'est pas faux de dire que tout le monde ne participe pas aux associations aussi. Je crois que c'est simplement un biais de compréhension qu'il faut souligner. D'autre part, il y avait une question plus large du chat qui disait le nouvel Eldorado risque-t-il d'attirer les appétits? Oui,
il y a deux choses. D'une part, il y a eu une question après cette nouvelle Eldorado. Je pense qu'on est tous à dire que ce n'est pas aussi Eldorado que ça, sauf pour certains segments bien organisés, on vient de le voir, mais aussi l'Eldorado, c'est aussi de bien comprendre que c'est qu'en étant organisé et avec une politique publique qui est forte, qui va nous pousser, mais sur lesquels les gens vont choisir, qu'on va pouvoir y arriver. Et c'est fondamental de comprendre ça pour qu'on avance, que ce soit les startups, le public, le privé, les entreprises sociales et solidaires que nous représentons aussi, le plus possible. Parce qu'il ne faut pas oublier ce monde-là. On en voit la complexité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, Jérôme, d'autres questions que j'aurais oubliées avant de remercier tout le monde? Il y a surtout Aurore qui lève la main depuis un petit bout de temps, donc je pense qu'il faut lui donner la parole. Puis après, il y a notre président, et puis s'il reste du temps, oui, je donnerai d'autres questions. Mais merci. La parole à Aurore. Merci. Non, alors simplement en complément de ce que Franck a évoqué sur la question de la crise sanitaire, cette crise sanitaire, elle a eu pour mérite en tous les cas de mettre un petit peu plus en avant et en lumière le métier d'auxiliaire de vie, parce qu'on parle d'accompagnement à domicile et on a bien évoqué que les aides techniques ne pouvaient venir en complément que de l'humain, mais l'humain, il faut déjà l'avoir et simplement peut-être préciser qu'on est sur des métiers qui malheureusement, il y a un manque d'attractivité certain sur nos métiers de services à domicile et donc il y a cruellement besoin qu'on puisse investir. Donc je reviens toujours à la question de la tarification et la solvabilisation de nos services. À quand un Ségur du domicile? On a vu le Ségur de la santé, il faut ce Ségur à domicile, qu'on puisse revaloriser les salaires de nos intervenants et puis aussi améliorer la tarification de sorte à pouvoir réinvestir dans la technologie, réinvestir pour donner aussi une nouvelle image à la prise en charge de demain. Voilà. Merci Aurore. C'est vrai que la CNSA gère un budget global de 53 milliards, il faut se rappeler de ça, et que ce budget autonomie doit nous inciter à avancer. Arnaud, tu avais aussi une remarque à faire. Oui, juste pour paraphraser un peu, pour paraphraser ce que disait Franck, si on peut paraphraser ce que dit Franck, hein. Mais totalement d'accord avec lui. Je pense que les usages, on règle le problème en fait. En France, on est typiquement toujours coincé entre la subvention va résoudre la solution, va nous apporter la solution, qu'est-ce que l'État fait, etc. Peut-être sans doute au pays anglo-saxon. Et en fait, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. On me force pas à m'équiper de panneaux solaires. J'ai pas de panneaux solaires. J'ai un chauffage au gaz. Voilà, j'y peux rien. Et puis ma maison n'a pas disposition pour faire ça. Peut-être que la prochaine aura, mais en tout cas aujourd'hui ça m'intéresse pas. En tout cas, l'aménagement des seniors, c'est bien la même chose. Il y a toujours des prises T, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Philippe. Il y a toujours des prises T téléphoniques dans les bâtiments aujourd'hui. Et qui parle de numérique, de machin à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur de sa vie. Enfin, je veux dire, c'est le problème, on tourne toujours autour de ça, c'est de faire le bonheur des gens malgré eux. Et il y a une initiative de Legrand en la matière que moi je trouve assez remarquable, hormis le fait, alors, le métier historique de Legrand qui est de faire des interrupteurs, etc. Legrand s'est associé à Netatmo. Et Netatmo, c'est typiquement quelque chose que vous achetez. C'est des anciens de chez Weezing qui ont monté ça. C'est quelque chose que vous achetez à la FNAC, que vous achetez un peu partout, c'est un indicateur de thermomètre, d'humidité, etc., que vous pouvez mettre à l'extérieur, etc., et qui marche en liaison avec votre domotique de la maison, une domotique que vous pouvez installer une fois que la maison, je peux en témoigner, une fois que la maison, et même si la maison n'est pas récente, elle est vieille, il suffit d'avoir un RJ45 qui traîne et puis un peu de Wi-Fi, puis ça fonctionne. Je pense que ça, c'est une bonne approche aussi. C'est l'approche aussi, l'évolution des gens. Aujourd'hui, Netatmo, on voit les gens qui sont équipés autour de soi. Il y a 6 ans, 7 ans, j'ai la chance d'habiter une ville en Bretagne, une des plus belles villes de France, pardon, et autour de moi, avant, il y a 10 ans, il n'y avait personne. Ça fait 5 ans, il n'y avait personne. Aujourd'hui, ils sont 15, 20. Et quand je regarde, à Dinard aussi, il y a plein de monde. Enfin bref, on voit bien que ça arrive, quoi. Ça vient, ça progresse, quoi. Voilà. Juste cette petite contribution. Non, mais c'est intéressant parce que c'est la contribution des territoires et du fond de la Bretagne et on peut être très heureux et vivre à domicile et travailler à domicile. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées, Jérôme? Et après, on va clôturer. La dernière question.
Peut-être une remarque, mais qui appelle à une réponse de tout le monde. Tout à l'heure, le représentant de Bouygues disait faire de l'adaptable, c'est facile, mais ça coûte cher, donc c'est compliqué. Oui, ok, d'accord, mais si on en fait un critère de masse, on va avoir des économies d'échelle. Je veux dire, quand l'électricité, on a Caroline qui pourra en parler, a évolué avec des critères normatifs où on devait mettre maintenant des interrupteurs différentiels partout pour la protection des personnes par rapport au choc électrique. Eh ben, regardez le prix à Leroy Merlin ou à Castorama d'un disjoncteur différentiel, c'est pas gratuit, c'est 40, 50 € à chaque fois. Et il en faut un par ligne pour ceux qui s'amusent à faire de l'électricité chez eux. Ceci étant dit, donc ça coûte cher ça aussi, mais pour autant, c'est la sécurité du bien qui a été mis en place. Donc moi j'ai un peu cette remarque là, cette réponse du ah oui, c'est faire bien pour les vieux, c'est bien, mais ça coûte cher. Ça me pose question, quoi. Donc j'aimerais un peu avoir un petit tour de table peut-être avant ta conclusion, Eric. Ouais, plus largement, je pense que Jérôme a raison. On est toujours pris entre la précarité, la paupérisation, etc. C'est vrai qu'elle existe, mais ça serait intéressant d'avoir la vision du terrain. Franck, ouais, je sentais, ou Dominique, j'étais sûr. Alors moi, je vais juste vous citer un exemple authentique. Hein. On a racheté il y a à peu près 6 ans une structure d'aide à domicile sur Senlis, et donc je faisais le tour des clients, et il y en avait un qui gueulait parce que il y avait du reste à charge, il avait 1 € de reste à charge par heure. On était donc, du coup, je vais le voir hein, pour voir quel est le problème, et justement quelle est la notion de valeur perçue du service pour qu'il n'accepte pas de payer 1 € par heure, sachant qu'ensuite, sur cet euro-là, il y a encore 50% de crédit d'impôt. On est en train de discuter, donc il me chicane, à me dire ah, c'est beaucoup trop cher, nanana, et se pointe un serrurier. Serrurier qui lui change en fait le canon de sa serrure et qui lui dépose sur la table, alors qu'on était en train de discuter, hein, une facture de 250 €. Bah, le monsieur, là, pour le coup, il sort son chéquier, il paye, terminé. Je le laisse partir. Et je lui dis, bah voilà, là, vous venez de payer, là, pour un quart d'heure de boulot, vous venez de payer 250 heures d'aide à domicile. Ça vous pose aucun problème. Bah, en fait, non, ça lui posait aucun problème. Pourquoi? Parce que, en termes de perception de la chose, il n'a aucune idée de combien ça coûte. Et donc, en effet, la problématique, elle est exactement là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a justement cette notion d'usage, justement cette notion aussi de se dire quelle est la valeur du service qui m'est proposé, bah, du coup, en effet, l'économie qui va avec, elle est radicalement modifiée. Les anciens disaient, à cheval donné, on ne regarde pas le mort. Ouais. Aurore, tu veux réagir, j'ai l'impression. Oui, parce que l'anecdote me fait rire, d'autant plus que c'est vraiment une question de mentalité. On a des aidants familiaux qui assez facilement vont débourser 30-35 € pour des heures de mathématiques pour leurs enfants. Mais par contre, ça leur pose un réel problème de débourser 26 € de l'heure pour prendre en charge leur aîné. Voilà, donc je crois que c'est une belle conclusion, Aurore, là-dessus. Rappelez-vous, Raffarin, quand il a fallu payer 1 € pour la consultation chez le médecin, c'est notre santé, et là, j'allais dire, c'est nos aînés, et demain, c'est nous. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi se prendre en main. Il est temps peut-être de faire une phrase de conclusion et vous remercier. Vous remercier tous les participants en premier de nous avoir partagé leur vision. Merci Aurore de Demidom et d'Orpea. Merci Dominique d'Indépendance Royale et bravo pour ton livre. Je le recommande à tous. C'est plein et ça fourmille d'anecdotes, mais plus que des anecdotes, ça nous nourrit. Jean-Philippe, toujours le militant international maintenant. Caroline, la discrète vision d'un groupe connecté. Franck, bienvenue parmi nous. C'était très agréable d'avoir ta mise en place. Et Philippe qui est parti entre-temps, on peut appeler par d'autres
d'autres demandes. Bien, écoutez, merci à tous nos membres qui étaient là. Merci à ceux qui ne sont pas encore membres, mais on compte sur eux pour être de plus en plus nombreux des représentants des entreprises. Et la prochaine est au mois de juin, ça vous sera annoncé par nos canaux. Merci, au revoir.